Bon alors, ça donne quoi cette recette? Ah bah c'est pas mauvais du tout, chef. Ah, ça a l'air bon, oui, mais... Ah, je pense que là c'est parfait. Vous avez mis quoi dedans? Bah là, qu'est-ce qu'on a mis? Il y a un petit peu de tout, de l'info, des débats, des chroniques, des interviews, du sport, des reportages... Fallait pas me faire la liste complète là, on fait quoi là exactement? Ah bah là on fait l'intro de l'hebdo, c'est-à-dire on lance l'émission. 3, 2, 1, top, c'est parti. C'est ça votre lancement? Non, c'est pas bien. Non, alors attendez. 3, 2, 1, l'hebdo, c'est parti. Bah là c'est mieux là. Merci. Bonsoir et comme dirait Fthriel Aouni, bienvenue dans votre magazine d'actualité dans le monde réel et virtuel. Nous allons tout au long de cette émission décortiquer l'info qui a marqué cette semaine et nous allons recevoir dans quelques instants Sonia Trab, romancière, réalisatrice et militante et qui était l'unique représentatrice du Maroc durant la rencontre à Essaouira organisée par les guerrières de la paix qui a fédéré des femmes du monde entier et qui a donné naissance au Forum mondial des femmes pour la paix. Nous ferons un voyage dans le monde magique d'Internet avec Selma qui nous a concocté des pépites sur le 8 mars, Rimel qui a posé la question aux Marocains concernant l'égalité et Emine qui se gargarise de la défaite du PSG, mais pas que. L'hebdo, pas que, effectivement, bonsoir. C'est maintenant. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour, bonsoir messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir, Essentia Bouxier. Qui décime là? Formidablement bien. Extraordinaire. Oui. Du jamais vu dans le monde des semaines. On n'ira pas jusque-là, mais ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies très rapidement durant cette semaine? Je peux commencer si vous voulez. Non, moi je pense que le plus grand événement c'était le 8 mars, hein, Ok. quand même, avec les débats qui sont pas Je toujours suis nouveaux. pas du tout d'accord avec toi. L'appellation aussi. Ouais. Le Yeah. plus grand Mars, événement journée de cette des semaine, femmes. c'est la Laisse-la diplomation de Rimel. Je suis désolé, je dois la corriger. Qui est donc officiellement notre confrère ici présente. Qui est devenue avocate. Avocate. Voilà, donc faut l'applaudir. Maître Rimel, dorénavant je t'appellerai Maître Rimel, rien que ça. وبدلوا سميتي في Maître لي Rimel. تليفون ديالكم Faites راجوتي ميتر attention, يغلط شي واحد في حقها et là Eh oui. عيطوا ليا Donc là tu maîtrises la loi. Ah oui. ouais Ouais. ouais on peut dire ça. C'est cool. Ça fait bien. Merci madame. C'est le principal. Moi de mon côté personne ne m'a demandé mais il y a 2 jours en fait j'ai eu des envies d'escargot, de bouche. Sauf Ouais. qu'il était 21h, j'étais sur mon canapé et j'utilisais une application qui nous permet de commander des trucs enfin des trucs de bouffe. Et le seul truc que j'ai trouvé c'était une pizza au bœuf de bouche. Et j'ai goûté ça et ouais je sais pas trop quoi en penser et en attendant de trouver C'est dégueulasse. une انا بغيت نعرف شحال خلصتيها tu l'as payé 120 combien dirhams. اوكي نو يلا تفاهمنا مع صحاب الاناناس لا بيتزا بون صحاب بوش لا بيتزا انا بغيت نعرف واش سموها بيتزا Elle بيتزا ببوش s'appelle Pizza Joséphine. زينوها تشوفوا Bonsoir. Joséphine. Ça on va dire. Et comme chaque vendredi, nous commençons avec l'image de la semaine. Ce qui est cool dans cette émission, c'est qu'il n'y a pas forcément de transition. On passe du bebouche, de la pizza Joséphine à l'image de la semaine, qui n'est nul autre que la tournée d'Emmanuel Macron en Afrique et cette rencontre du 3e type avec le président congolais Félix Tshisekedi. Une image qui fut partagée par l'ensemble des médias et des réseaux sociaux et où la diplomatie a été un peu oubliée, fait quand même relativement rare. Le président congolais a remis à sa place le chef d'État français en lui précisant que l'Afrique veut aujourd'hui de vrais partenaires et non pas des postures paternalistes. On s'écoute une partie de l'échange. Position de la France, parce qu'il n'y a pas de... Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... Mais cette formule, Président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte... Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. À Nairobi, d'ailleurs. Je pense que tout le monde a suivi un peu l'affaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? L'échange est truculent déjà. Truculent. Voilà, واحد le commentaire واحد le commentaire Capillotracté. il y a un commentaire qui revient à chaque fois c'est عبر عليه Non. واحد le commentaire ديما نخرجو. Oui, il est temps quand même que peut-être la France commence à considérer les autres pays, ses partenaires comme égales, peu importe l'histoire qui les a réunis.
en 2023. Ce n'est plus les années 60, ni 50, Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est il y a eu une conférence de presse à Paris avant le début de la tournée, et le discours qui ressortait, c'est de la part d'Emmanuel Macron, c'était le contraire de ce qu'il a fait. C'est-à-dire, on veut avoir des échanges au même niveau avec les pays africains, tout ça. Et malheureusement, durant l'échange avec Félix Tshisekedi, c'était tout à fait le contraire. Moi, j'ai beaucoup aimé l'image de Macron en boîte de nuit. Je trouve ça beaucoup plus fun. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc pour clore en fait la rubrique, on s'écoute un extrait de l'ancien président Jacques Chirac. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Voilà. Sacré Chirac. Sacré Chirac. Ah ouais, on lui doit des sorties comme ça, qui avait fait sensation à l'époque. On lui doit aussi celle sur l'odeur. Le bruit et l'odeur, bien sûr. Dans les cages d'escalier, effectivement. Donc je pense que Chirac était capable de tout, du bon comme du moins bon. Et c'est ce qui en fait peut-être une figure incontournable de la scène politique française. Voilà, paix à son âme. Donc on revient au sujet de cette émission avec la création du Forum mondial des femmes pour la paix qui a été lancé mardi à Essaouira par les guerrières de la paix, un mouvement de femmes juives et musulmanes pour la paix, la justice et l'égalité à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Et pour cela, je vous demande d'accueillir Sonia Trav. L'invité. Alors, avant de dire bonjour et de souhaiter la bienvenue à notre invité, on va rappeler que c'est la journée mondiale des droits des femmes et pas de la femme. C'est très important, tu vas te faire souffler dans les bronches sinon. Voilà. Déjà, il n'a pas dit fête. Oui, c'est déjà pas mal. Alors, pour la petite anecdote, en fait... Alors juste, donc ce n'est pas la journée internationale des droits de la femme, c'est la journée internationale des droits des femmes. Voilà, et c'est pas la journée de la femme, c'est pas l'erreur en fait. Et tu peux ajouter de lutte. Oui, pour les droits de la femme. Mais elle dit que les luttes en général, bon, elle peut sauter. Mais c'est les femmes, c'est très important parce que les femmes sont plurielles, il n'y en a pas qu'une seule. Vous savez que c'est l'ONU qui nous a donné le faux nom qu'on utilise souvent, International Women's Day, en 1977. Quand cette journée a été officialisée, elle a été officialisée sous la journée mondiale internationale de la femme. C'était en 76, c'est ça 77. 77. Journée qui sert à rien. Non, mais c'est woman avec un E. Avec un E. Pluriel. Mais voilà, c'est justement... Ce n'est justement pas la journée des femmes ou de la femme. Oui, c'est ça. Donc on va revenir sur la journée internationale des droits des femmes. Mais en attendant, bonsoir Sonia, comment vas-tu ? Ça va super, merci. T'es contente d'être ici ? Super contente même. Donc cette semaine, une douzaine d'activistes et militantes représentant le Maroc, la Palestine, le Rwanda, le Sénégal, le Libéria, Israël, l'Iran et l'Afghanistan ont ainsi délivré ensemble un message commun à destination du monde. Quel est donc ce message ? Au fait, c'est un message de paix, d'amour, de solidarité. C'est aussi un appel à agir et à s'unir autour de thématiques universelles qui aujourd'hui traversent le monde. Et surtout, ce mouvement a été initié par un mouvement qui s'appelle les Guerrières de la Paix, autour justement de militantes israéliennes et palestiniennes qui sont unies depuis des années en faveur de la paix, en faveur d'un consensus, qui ont fait une énorme marche il y a quelques années qui a réuni 40 000 femmes. Donc c'était la marche de la paix pour les femmes, qui a donné un film qui s'appelle Les Guerrières de la paix par Anna Assoline. Et donc ce film et cette action aujourd'hui ont continué et ont donné naissance à plusieurs autres choses. Il y a une autre marche qui se prépare le 10 octobre. Et ces femmes-là, que j'ai rencontrées, qui sont extraordinaires, appellent toutes les femmes du monde arabe à les rejoindre, à les soutenir, à se dresser à leur côté. Excuse-moi, très rapidement, la marche du 10 octobre, elle se déroulera où ? C'est la marche en octobre, pas le 10 octobre, mais en octobre, on n'a pas encore la date et elle se déroulera dans le désert. Au Maroc ? Non, là-bas, Palestine, Israël. Dans un territoire neutre, là où elles ont fait la marche.
il y a quelques années. Et au fait, voilà, donc c'était l'occasion aussi de rencontrer des femmes comme ça, d'échanger, de s'inspirer aussi, parce que c'est quand même assez enrichissant. Donc c'était vraiment un super moment. Est-ce que vous pensez que l'homme a sa place dans des réunions de femmes comme ça ou pas? Bien sûr, mais complètement. Il y avait énormément d'hommes d'ailleurs, et c'était super parce que la salle était pleine et les gens écoutaient avec énormément d'attention tout ce qui se disait sur scène et toutes les histoires. Et beaucoup d'hommes ont pleuré dans la salle, beaucoup d'hommes, parce que c'était très très émouvant. Et oui, on a besoin d'hommes comme alliés. Et effectivement, c'est main dans la main qu'on mène ces combats. Mais aujourd'hui, les femmes aussi, c'est des mères, c'est des combattantes qui disent aujourd'hui, les hommes sont dans un discours de violence et dans un discours de politique, et nous, on est dans un discours de paix et dans un discours de dialogue. N'est-ce pas un peu réducteur d'avoir ce discours de l'homme n'est que dans la violence? Oui, mais pour les femmes, pour aider, justement, c'est ça ce qui est intéressant, parce que quand on est dans une zone de conflit et de guerre et qu'on vit ce qu'elles vivent, on les écoute différemment. On ne peut pas se permettre justement de penser ça, parce qu'elles sont confrontées à ça tous les jours, et elles disent que c'est aujourd'hui aux femmes d'apporter la paix, parce qu'elles sont vraiment, elles souffrent énormément de cette situation. Elles se sont réunies avant tout en tant que mères, c'est-à-dire des deux côtés, israéliens et palestiniens. C'est avant tout des mères qui mènent cette bataille, des mères qui perdent leurs enfants. Et c'est ces tragédies-là qui les réunissent aujourd'hui, et donc c'est ce sentiment aussi là. Excuse-moi, je voudrais juste rebondir. Du coup, pourquoi avoir choisi Essaouira pour l'organisation de ce conclave? Je pense que c'était très important de le faire au Maroc, qui est quand même un pays qui a cette image de tolérance et d'accueil, etc. Surtout Essaouira. Surtout Essaouira, et puis pour la communauté juive aussi, parce que voilà, c'est quand même un mouvement initié par des Israéliennes et des Palestiniennes. Donc c'était aussi important d'être dans un lieu qui parle à tout le monde. Donc, oui. Beit Dakira, notamment Beit Dakira, qui est un lieu mythique, exactement, de la communauté juive, le Mellah. Moi, en tout cas, j'ai adoré voir les images des femmes en cercle, et c'était beau de toutes les voir, les mains en l'air, et il y avait des images magnifiques. C'est super. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre cette marche et ce qui s'est passé récemment en Iran? Complètement. Alors il y avait Shirin Ebadi, qui est le prix Nobel de la paix, donc qui était là aussi pour représenter l'Iran. On a énormément parlé de l'Iran, on a fait passer des vidéos, des choses sur l'Iran, et aujourd'hui ce qui se passe en Iran, c'est la première révolution féministe de l'histoire. C'est quelque chose de très important, et quelquefois j'ai l'impression, bon moi ça c'est très personnel ce que je vais dire, mais quelquefois j'ai l'impression qu'on est tellement noyé dans les réseaux sociaux, dans cette actualité qui change sans cesse, etc., qu'on ne prend pas le temps de nous poser, de nous dire attends, regarde ce qui est en train de se passer. Et je parle vraiment pour toutes les femmes aujourd'hui dans le monde entier, surtout les femmes du monde arabe ou du monde arabo-musulman, de se dire il y a une révolution énorme qui est en train de se passer, et on doit la soutenir, on doit être à leur côté d'une manière ou d'une autre, plus qu'on ne le fait, parce que c'est vraiment l'histoire en train de s'écrire, et c'est complètement extraordinaire, c'est Moi, je pense inimaginable. Que ce qui se passe en Iran, et surtout avec à l'occasion du 8 mars, c'est aussi l'occasion de se rappeler que le féminisme a beaucoup de combats qui sont tous différents l'un de l'autre, que dans certains pays, il y a des priorités qui ne sont pas forcément des priorités d'un autre pays, qu'il y a des femmes qui sont dans des situations un petit peu plus mauvaises que d'autres, mais que tous ces combats sont valides. Parce qu'ici au Maroc, notre combat n'est pas celui de l'Iran, mais ça n'en fait pas un combat moins valide. Exactement. Pour la condition féminine. Et du coup, quelles sont les actions et les solutions communes que vous avez pensé à mettre en place dans un futur proche? Au fait, là, c'était le lancement. Donc vraiment, c'était quelque chose d'assez spectaculaire, j'ai envie de dire, assez grandiose et magnifique, de se dire on est là, on est réunis et on s'adresse au monde pour dire voilà, le mouvement est lancé. Après, il y a eu pas mal de rencontres, d'échanges, de débats, mais l'idée, c'est de continuer et de voir comment chacune d'entre nous peut s'engager dans ce mouvement d'équerre de la paix, comment on peut nous engager ensemble et comment on peut travailler ensemble dans l'avenir, et que le deuxième forum soit encore plus grand que le précédent, et ainsi de suite, pour respecter cette chaîne humaine qu'on a fait, et donc la respecter aussi dans la durée. Je crois que Rimel est par ailleurs sortie dans la rue, et elle a demandé... c'est d'ailleurs très intéressant ce que tu as fait, parce que tu as posé la question qu'à des hommes en Exactement. fait, et tu as posé la question à des hommes concernant l'égalité. La Walkwoman. Le micro-trottoir, il va attendre. Bon, cette semaine, le mercredi 8 mars, il y avait la journée internationale de la lutte pour les droits
des femmes. D'ailleurs, on ne voit pas tous ces dates de la même manière, vu que j'ai demandé à un ami ce que la date du 8 mars évoquait pour lui, et il m'a répondu, il y a le match retour du PSG Bayern. Et du coup, mauvaise nouvelle, le rendez-vous est déjà pris pour fêter l'égalité, si vous vous posez la question. Merci d'encore patienter 300 ans. Parce que c'est le constat déplorable dressé ce lundi par le secrétaire général des Nations Unies. Il affirme que l'égalité entre les sexes s'éloigne de plus en plus. Au rythme actuel, l'ONU Femmes la fixe à dans 300 ans. Wow. Donc, choqué, pas choqué. Merci de me déprimer. J'aimerais rebondir sur cette date-là, parce que les chiffres, quand on parle de 300 ans, d'ailleurs tout à l'heure tu l'as spécifié, Selma, tous les territoires ne sont pas égaux au niveau des combats et au niveau des luttes. Donc 300 ans pour le monde entier, c'est-à-dire le... Alors lui, il a dit... C'est une moyenne. Ah, c'est une moyenne. C'est une moyenne, ah oui. Il y a des pays où ça prendra beaucoup plus de temps. Il estime que les droits des femmes sont maltraités, menacés et violés à travers le monde, et que le progrès effectué depuis des décennies disparaissait sous nos yeux. Et oui, parce qu'en réalité, les inégalités persistent dans de nombreux domaines, malgré les avancées réalisées ces dernières années pour améliorer la situation des femmes. Cependant, chez nous, la nouvelle Moudawana a été adoptée donc pour améliorer la situation des femmes. La nouvelle constitution aussi, elle inclut des dispositions pour promouvoir l'égalité des sexes. Et chez nos voisins en Algérie, c'est un autre délire. Je suis tombée sur cette vidéo d'une publicité qui était censée mettre fin aux stéréotypes. Regardez. La cuisine, je crois. Nari. بلاصتي ماشي في كوزينة، نقدر نكون أستاذة، طبيبة، صحفية، نقدر نكون واش نحب. بلاصتي ماشي في كوزينة. مي إذا كانت من عند بها فم كوزين، بلاصتي سور راح تكون في كوزينة. Et pourtant, extraordinaire. Elle avait bien commencé. Elle avait bien. Je sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Ah, moi j'en ris. Elle était avec nous. Non, elle est ni avec vous ni contre vous. Je pense que c'est une publicité. On oublie l'objectif de cette publicité en fait. C'est de vendre des cuisines. C'est de vendre des cuisines. Et je trouve que le plot twist est magnifique. Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'elle a dit. Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'elle a dit Sohofia et pas Sahafia. Donc voilà. Donc oui, l'état actuel de l'égalité des femmes, des genres, pardon, nous interpelle tous. Et pour cela, donc, je n'ai interrogé que des hommes à ce sujet. Donc voici leur réaction. Au Maroc, je ne le pense pas. Le jour où nous aurons avancé sur le plan culturel, où nous aurions la population bien éduquée, bien informée, bien là, ce jour-là, nous aurons l'égalité. Mais pas avant. الإسلام عطاها جميع حقوقها اللي كاينه، خصنا حنا غير ننتبهوا ليها. وتنظن المغرب غادي شويه، ولكن ما كافيش، ما عطيناهاش داكشي اللي تستاهل في الحقيقه. تنتمنى حتى والنيفو ديال المدرسه مع الدراري الصغار اللي غادي يكونوا غدا ان شاء الله كبار وغادي يكونوا عيالات مسؤوليه وداكشي، يفهموا ان المراه راه هي الرجل ماشي نصفه، وراء كل عبقري امراه. الحمد لله راه ولا كل شيء بحال الحال، ما بقاش ما بين فرق ما بين الراجل ولا ما بين المرأة، لا في العمل ولا الحمد لله. كنشوفوا النساء هما ولاو سايقين الحافلات ولاو سايقين شاحنات الحجم الثقيل. الامور تبدلات بزاف مقارنه مع الوقت اللي حنا عشنا فيه لدابا. كاين بزاف ديال الفرق، هي ماشي 100% وانما راه الشوفه ديال العين راه كتبين لك 100%، ولكن ديال الاسلامي راه هي ما عمرها تكون 100%. Ils doivent être complémentaires. C'est que voilà, l'homme complète la femme et la femme complète l'homme. Elle est meilleure sur certains aspects ou il est meilleur sur certains aspects. Donc dit que l'égalité pour être égal, ça ne sert à rien. Par exemple, un premier rendez-vous, c'est toujours l'homme qui doit payer. Alors si qu'il y a de l'égalité, ça veut dire que rédiro 50-50, il y a sa part ou sa part. Donc qui a l'égalité, les aspects les plus importants, les droits de vote, le droit de hadar. Mais certains aspects qui dit la femme dépendra de l'homme, certains aspects, ou il aura besoin d'elle d'autres aspects. Premier rendez-vous, je clique sur l'addition. On a le premier, deuxième, troisième. Mais le choix des mots est super intéressant. Il dit la femme dépendra de l'homme et l'homme aura besoin de la femme. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance. Je me suis dit ça dès que j'ai entendu. Moi, alors par rapport à moi j'aurais aimé que Sonia. J'aimerais la faire intervenir notre invité sur ce qui se dit, notamment la troisième personne qui dit qu'il y a beaucoup d'évolutions qui a été réalisées à ce niveau-là, même s'il y a encore des choses à faire.
Est-ce que vous pensez qu'un bond en avant a véritablement été fait ou alors nous flirtons toujours avec le plancher à ce niveau-là? Au fait, moi, je suis partisane de l'espoir et de l'optimisme. Moi, j'aime pas dire c'était mieux avant ou là on a reculé et tout. Bon, peut-être que c'est une manière aussi de me protéger, de pas me suicider, mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses qui ont pas mal avancé. Moi, je vois une nouvelle génération aujourd'hui qui est beaucoup plus au fait de ces questions-là. Une nouvelle génération de jeunes femmes au Maroc, grâce aux réseaux sociaux, grâce à un mouvement mondial aussi. Je vois une nouvelle vague féministe aussi dans le monde auquel le Maroc participe. Je sais que par exemple dans le combat que moi je mène ou là que nous menons avec le collectif 490, nous avons réussi à lever le tabou sur des sujets qui sont quand même très très compliqués. Bon, c'est vrai, on n'a pas encore changé la loi, c'est vrai, ça va prendre du temps, mais j'ai bien aimé la phrase quand il a dit à vue d'œil. Tu vois, j'ai dit à vue d'œil, on a l'impression qu'il y a l'égalité, mais en réalité, je pense que ça résume bien aussi la mentalité marocaine et le fait d'être quand même des fois dans le déni de certaines choses. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui bougent quand même. Et du coup, en fait, juste pour rappeler à nos auditeurs, tu es cofondatrice du collectif Moroccan Outlaws, Kharija Al Qanoun. Le combat pour les libertés individuelles rejoint-il le message du Forum mondial des femmes pour la paix ? Ben, je pense que si on m'a invité, c'était dans ce sens-là, pour avoir aussi un combat marocain qui a du sens, parce que chacune des femmes qui étaient là avait à son propre combat. Donc c'était magnifique parce qu'on était assez complémentaires. Donc il y en avait qui se battaient contre le génocide, par exemple, qui est quand même quelque chose de très très lourd. Et on avait qui ont fait la révolution. Et on avait, donc moi j'arrive, c'est vrai, en parlant de féminisme et de liberté individuelle, c'est vrai que j'étais très très intimidée. Je me disais, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est finalement au Maroc, ça va, quoi. Il y en a qui ont vu pire, oui. Et donc c'est pas la guerre, c'est pas l'excision, c'est pas voilà. C'est pas une excuse. Parce que se dire que chez nous c'est pas mal parce qu'il y a pire, c'est comme si on se disait oui, on peut pas être heureux aujourd'hui parce que quelque part c'est l'anniversaire de quelqu'un qui est plus heureux que nous. D'ailleurs, tu l'avais dit dans une interview qu'il fallait en fait regarder le haut et non pas le bas. Oui, complètement. Et cette idée aussi de se dire de nous retrouver, c'est aussi d'échanger les méthodes. Par exemple, nous, on a su comment utiliser les réseaux sociaux, on innove constamment pour militer d'une manière différente et de faire de l'activisme digital. D'autres ont mené des combats sur le terrain. Par exemple, on a vu que justement quand ces femmes palestiniennes et israéliennes se sont réunies pour la marche, elles se sont inspirées de l'expérience du Libérien. Okay. Et donc il y avait cette femme qui a mené la révolution libérienne qui était là aussi, donc c'était vraiment très émouvant. Donc c'est aussi très important des fois qu'on s'inspire les unes des autres par rapport des fois à des petites choses mais aussi à des choses très très grandes. Est-ce qu'on peut s'inspirer, est-ce que vous pouvez vous inspirer les unes des autres malgré les barrières culturelles? Parce qu'effectivement, voilà, comme l'a bien souligné tout à l'heure, c'est aussi les Palestiniennes et le Libéria, c'est quand même des trucs très très différents. Oui, complètement. Ou l'activisme digital qu'on mène aujourd'hui, et toutes les campagnes qu'on fait sur le web, et le fait d'avoir réussi à toucher l'opinion publique sur des sujets qui auparavant étaient quand même cantonnés à une certaine niche, ça aussi, je pense que d'autres peuvent s'inspirer de ça. Tu parles beaucoup du web parce que, pour le rappeler, en fait, Sonia est romancière, tu avais sorti en 2000... dans une autre ville. Tu avais sorti Chama Blanca en 2009, c'est ça? 2011, autant pour moi. Je crois que c'était un best-seller, c'était entre 5000 et 8000 ventes. Ensuite, tu es passé à Shakespeare à Casablanca, qui est passé sur 2M, et je crois qu'on était à 2 millions de téléspectateurs. Et ensuite, tu avais fait un documentaire qui s'appelle Marokiyat, et là, on est sur 10 millions de personnes touchées. Donc, l'intérêt, en fait, l'engouement, tu as compris en fait très rapidement que pour toucher une masse, pour faire changer les mentalités, il fallait passer par le web. Et c'est exactement ça. En fait, plus j'avançais, plus je me rendais compte que je touchais de plus en plus de monde. Et je pense que Marokiyas m'a préparé pour Moroccan Outlaws, parce que quand cette idée de Moroccan Outlaws est venue et qu'il a fallu s'engager, moi jamais j'aurais pensé que j'étais militante. Tu m'aurais dit il y a 3 ans tu vas être militante, j'aurais rigolé. Je dis mais non, j'ai pas du tout envie de faire ça, ça va pas et tout. Et quand il y a eu cette nécessité de presque malgré soi de s'engager, c'est comme si j'y avais pensé toute ma vie. Je dis souvent que c'est la seule chose que je fais avec certitude. Je suis remplie de doutes par rapport à tout le reste, mais c'est le seul truc où je sais pas pourquoi tout est assez clair dans ma tête et c'est assez impressionnant. Bon, des fois c'est lourd à porter, mais c'est assez impressionnant. Intéressant. Lourd à porter, pourquoi? Parce que c'est difficile de militer au quotidien, on subit beaucoup de pression, voilà, ça va pas fort tous les jours, hein, et puis surtout ça prend énormément de temps. Nous on fait ça bénévolement, on gagne pas notre vie avec ça, ça nous coûte énormément de temps, d'énergie, de stress, et ça commence à devenir lourd à porter, ça commence à trop grandir même pour nos fraises épaules. Je rebondis sur une interview que tu avais faite où tu disais que souvent les révolutions, les luttes
sont souvent portés par une bourgeoisie, chose en fait que tu assumes dans ton discours. Mais est-ce que tu penses que ces luttes-là qui sont pensées par une élite, par une bourgeoisie, arrivent à avoir écho dans la tête d'une frange de la société qui, je dirais pas qui n'est pas prête, parce que souvent c'est un discours qui est récurrent, les Marocains ne sont pas prêts, mais est-ce que une tranche de la société arrive à comprendre ce que vous voulez en fait passer comme message? Au fait, moi je ne suis plus aussi radicale, on va dire, qu'avant. C'est-à-dire, en fait, avant, ce que je disais, c'est que j'étais très en colère contre la bourgeoisie, parce que j'estimais que la bourgeoisie devait être une locomotive, que c'était la bourgeoisie qui avait accès aux meilleures écoles, au voyage, à l'autre, etc., au savoir, et donc elle devait être une locomotive, comme elle l'a été dans d'autres pays, dans l'histoire, etc. Aujourd'hui, je me rends compte que il faut aussi savoir adapter son discours. C'est-à-dire, autant au début, on était plus dans une logique de les libertés individuelles, il faut libérer le corps, nanani, nanana, autant avec le temps, et vu les témoignages qu'on reçoit, parce que nous, depuis qu'on a commencé, on a reçu plus de 1000 témoignages, et tout le terrain qu'on a eu à faire, on s'est rendu compte au fait qu'aujourd'hui, le mouvement, enfin ce problème des libertés individuelles, on est parvenu à l'inscrire dans les mouvements féministes, en disant, aujourd'hui, si une femme se fait violer ou agresser ou harceler et qu'elle veut porter plainte, quand elle va au commissariat, la première chose qu'on fait, c'est on lui prend son téléphone et on voit les messages. Et si elle a des messages avec un mec, on lui dit Ndek, si ne porte pas plainte, parce que si tu portes plainte, on va te mettre en prison pour le cas 190. Ça, c'est des témoignages qu'on reçoit, on n'a rien inventé. Donc ça, c'est des choses qu'aujourd'hui... Expliquez aux gens, la loi 490, elle dit quoi très précisément? Oui, c'est la loi qui pénalise les relations sexuelles hors mariage. Donc on n'est plus là en train de dire qu'on veut légaliser le sexe hors mariage et tout. Et ça, c'est des choses que les gens, effectivement, vont te mettre la barrière de la mentalité, de la religion, du conservatisme. Non. Nous, on est là, on veut vivre dans un pays où les lois protègent les femmes et ne les mettent pas en danger. Moi, aujourd'hui, en tant que femme... Et les hommes aussi. Et les hommes aussi. Parce que la loi 490 ne s'applique pas juste sur les femmes. Oui, elle ne s'applique pas juste sur les femmes, mais aujourd'hui, on voit que les femmes sont mises en danger beaucoup plus par cette loi. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de violence juridique. Tu vois, et le fait d'avoir réussi à inscrire ce combat dans le combat féministe, le fait qu'aujourd'hui, toutes les associations féministes qui auparavant parlaient de ces sujets-là, mais qu'elles contournaient dans les libertés individuelles et maintenant parlent du 490 en tant que combat féministe, c'est une énorme victoire. Tu vois, aujourd'hui, le 490 est entré dans le combat féministe. Il y a aussi un autre argument que les gens entendent et qu'on a beaucoup mis en avant et que les politiciens entendent aussi maintenant, c'est que ces lois ont été instaurées par l'IOT. Donc c'est des lois du colon, c'est pas les lois de l'islam, donc de quoi on parle? Et ça aussi, c'est quelque chose que les gens entendent de plus en plus. Donc des fois aussi, il faut savoir adapter son discours. Le fait que ce soit des lois héritées du protectorat et pas des lois religieuses, sont-elles plus facilement... enlevable, on va dire, on peut lui faire sauter plus facilement. Exactement. Et c'est par rapport à ça que l'optimisme est de rigueur, parce qu'on se dit on les enlèvera d'autant plus facilement. C'est pas les nôtres, ouais. Mais ça, il faut le dire aussi, parce que beaucoup de gens ne le savaient pas. Donc on fait tous aussi ce travail de le dire et de le répéter jusqu'à ce que maintenant, beaucoup de gens aussi, des hommes politiques, commencent à mettre en avant cet argument. Là, vous mettez beaucoup en avant, à mon sens, dans votre discours, l'information, la formation. Et ça me renvoie automatiquement à ce qu'on enseigne à nos enfants. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'école favorise le combat féministe d'Yelkom ou au contraire le plombe? Malheureusement, je dirais le plomb. Après, de quelle école on parle? On parle de l'école publique ou de l'école privée qui s'adresse au plus grand nombre, donc public, bien entendu. Je pense le plomb, certainement, c'est sûr. Après, il y a les réseaux sociaux, heureusement. Nous, aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui nous suivent, qui ont 14-15 ans, et on sait qu'on est en train de façonner aussi ces nouvelles pensées. Pas seulement nous, il y a énormément de pages sur Instagram aujourd'hui qui parlent de féminisme, qui parlent de règles, qui parlent du corps, de harcèlement, etc. Et on reçoit énormément de messages de notre communauté, elle est très très jeune. Et on reçoit beaucoup de messages de jeunes filles, surtout qui ont 14-15 ans et qui nous disent, grâce à vous, je ne suis plus homophobe à 14 ans. Donc c'est quand même génial. Je te dis, waouh, c'est super. Mais est-ce que vous ne pensez pas vous battre contre des moulins à vent, sachant qu'en face, vous avez une machine, qui est donc l'école, qui touche un plus grand nombre de personnes, qui touche encore beaucoup plus tôt, sachant que les enfants plus sont jeunes, plus ce sont des éponges. Donc est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être des Don Quichotte qui vous battez contre des choses qui vous dépassent, qui sont beaucoup trop grandes, et que vous n'êtes pas aidé justement par peut-être les décideurs de ce pays qui devraient se pencher sur des choses plus importantes comme l'école? Alors, pas j'insiste beaucoup sur l'école parce que pour moi c'est très important. Non, mais complètement pas aidé par les décideurs, etc. Parce qu'il faut toujours une grosse volonté politique aussi pour faire bouger les choses. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, aujourd'hui, moi, ce qui me fait plus peur, c'est autant les réseaux sociaux sont une caisse de résonance
résonance qui va dans notre sens, autant c'est aussi une énorme caisse de résonance qui va dans l'autre sens. Aujourd'hui, les gosses à 10 ans, ils sont sur TikTok. Ouais. Et ils scrollent. On continue. Moi, je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui sont en train de prendre une plus grande ampleur que l'école dans le mindset des enfants. Et s'il n'y a pas justement cette volonté politique et le fait de leur inculquer dès leur plus jeune âge certaines valeurs, on va droit dans le mur, en effet. Mais en même temps, il faut continuer, il faut garder espoir et il faut occuper l'espace. Moi, je dis toujours qu'il faut occuper l'espace, d'une manière ou d'une autre. 2023 sera certainement l'année d'une grande réforme, on l'espère, au niveau de la Moudawana. Comment tu le sens? Est-ce que tu restes optimiste? Tu te dis qu'il y a peut-être des choses qui vont être incluses, que ce soit concernant le volet famille, le volet pénal concernant les libertés individuelles? Comment tu visualises la chose? Au fait, j'ai des hauts et des bas. Okay. Ça dépend des jours, la vérité. En ce moment, je trouve que tout est un peu tiède. Bon, il y a comme le ministre de la Justice qui nous promet la réforme du code pénal depuis 1 an et demi. Ensuite, il y a Sa Majesté le Roi qui a fait le discours pour rappeler la réforme de la Moudawana. Donc, on est un peu dans les montagnes russes. On est ou super heureuse ou super déprimée parce que là, ce que je vois, si on parle que de la Moudawana, ce que je vois, c'est que malheureusement, c'est toujours pas sorti de l'entre-soi. Donc, c'est les militantes féministes qui font le boulot, qui sont en train d'écrire des rapports, qui sont en train de travailler, etc. Mais l'opinion publique aujourd'hui ne s'intéresse pas du tout à ce sujet. Et même quand elle s'intéresse à ce sujet, ça va malheureusement être la frange ultra-conservatrice et notamment islamiste qui va réussir à faire bouger leur opinion publique sur ce sujet-là. Comme et nous, on est encore là, tu vois. Et voilà, oui. Mais à la rigueur, à l'époque, il y avait une vague beaucoup plus grande que maintenant, je ne vois pas. Alors, il faut frapper fort, il faut un gros coup. J'espère qu'il arrivera. On est en train de travailler sur ça. Sachant que la tâche, c'est pas pour, enfin, je me pose un peu en tant qu'avocat du diable, la tâche elle est ingrate quand même pour le ministre de la Justice. Grave, mais en même temps, il a du boulot. Il n'a pas besoin de faire des promesses. En faisant abstraction des dernières sorties qui datent d'il y a 2 mois, mais ne serait-ce que cette sortie-là, parce que ça peut être une des changements les plus majeurs dans l'histoire du Maroc contemporain. Bien sûr, bien sûr. Non, mais on est complètement conscient de ça. Après, nous, on est là aussi pour maintenir la pression et pour maintenir justement cette idée d'être à ses côtés aussi dans cette réforme, pour l'encourager quelque part et le rassurer, pour savoir qu'il n'est pas seul. Et la seule manière de faire ça, c'est aussi que l'opinion publique, c'est-à-dire que ça ne soit plus que la frange conservatrice de la société qui occupe l'espace et l'opinion publique. Il faut absolument que nous aussi, les progressistes, on soit là, même si on est minoritaire, ça ne veut absolument rien dire. On a aujourd'hui des moyens de pression, on a des moyens de discours et tout qu'il faut utiliser. Notamment le web. Et on a avec nous la spécialiste du web. Oh, Selma, la transition. Qui va nous faire la revue du web. Les nouvelles du web avec Salma. Alors, je vais me permettre de commencer avec une blagounette un peu sexiste. C'est là. Déjà. On est le 28 février et c'est l'histoire d'un homme qui rentre à la maison et qui va à la cuisine. Fin de la blague. Non. On est le 28 février et c'est l'histoire d'un homme qui rentre à la cuisine et qui trouve le bazar. Il demande à sa femme, il dit c'est quoi ça? Et il lui dit chérie, impossible de faire la vaisselle parce que le lave-vaisselle est cassé. Et il lui dit mais chérie, mais tu m'as l'air d'aller parfaitement bien. Allez, fast forward au 1er mars, après avoir organisé les funérailles de son regretté mari, eh bien, cette dame s'assoit pour boire un café et elle commence immédiatement à trouver sur ses réseaux sociaux des publicités de promotion sur les lave-vaisselle à l'occasion du 8 mars. Voilà. Parce que sur les réseaux sociaux, la journée internationale des droits de la femme, et non pas, comme aime beaucoup l'abréger, la journée de la femme, ça commence très tôt. Très tôt, c'est-à-dire dès la fin de la Saint-Valentin, avec les différentes publicités de promotion pour les aspirateurs silencieux, pour les sous-vêtements poils et plumes, le mobilier maison ou encore les réductions shopping qui n'ont rien à voir avec le sujet. Mais qu'est devenu le 8 mars? Ces dérives sont justement les sujets qui ont monopolisé les réflexions de la toile cette semaine. Pour cette première internaute, le 8 mars est une journée qui a perdu tout son sens. Je me suis toujours demandé si les gens savent vraiment c'est quoi le 8 mars. On nous offre des morceaux de tissu, des ustensiles de cuisine pour nous rappeler qu'on est bonne cuisinière et continuer à nous manipuler les 364 jours qui restent.
Et il est vrai que l'on a commencé à traiter le 8 mars un peu comme une seconde Saint-Valentin, en y ajoutant un peu beaucoup de marketing pour bien faire vendre les fleurs et le chocolat. Le collectif Mali a bien fait cette distinction sous une publication qui lit « On veut des droits, pas des fleurs ». Et en légende, le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Ce n'est ni la journée de la femme, ni sa fête. Voilà. Cette story aussi de Kautar Boudaraja, qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, on y lit « Tant que nos mères n'auront pas le droit de tutelle sur nos enfants, tant que nous serons violés et violentés sans que les responsables soient inquiétés, tant que nous ne disposons pas librement de notre corps, tant que des mineurs sont encore mariés de force, nous ne célébrons pas le 8 mars et la lutte continue. » Si je peux me permettre, alors Kautar, que je salue sa bravoure, donc Kautar fait partie du collectif 490, c'est le visage de notre campagne pour la pétition, et justement elle a repris le poste de Moroccan Outlaws, et ça lui a coûté énormément, parce qu'hier elle me disait qu'elle a été harcelée. Bien sûr. Mais vraiment, et c'est pas la première fois, je pense, pour le cas de Kautar Boudaraja, exactement. Je lui ai dit, je salue son courage, d'ici j'en profite, voilà. Alors, enfin j'ai lu ce commentaire d'un monsieur qui nous dit, mais franchement, que veulent les femmes? Vous n'êtes même pas d'accord sur si vous voulez célébrer le 8 mars ou pas. Et là, je dirais que la réponse est que les femmes auraient quand même bien aimé ne pas avoir à célébrer le 8 mars. Voilà, on aurait aimé que nos droits soient aussi garantis que les droits de l'homme, avec un grand H, parce que finalement, ils relèvent des droits de l'homme. Mais il a fallu qu'on se crée une catégorie à part et qu'on lutte pour arracher nos droits, alors qu'on aurait tout simplement aimé les avoir d'office, comme nos amis les hommes, les chanceux. Bravo Alec, c'est vrai que c'est vrai que rien du tout, tu te tais, tu continues ton émission, elle a raison sur tout ce qu'elle a dit. Non mais c'est vrai que quand tu vois un peu les réactions en 2023 sur les internets, et surtout quand tu vois que c'est des hommes qui sont censés être des jeunes, cadres dynamiques, issus de... tu vois, je rentre un peu dans le cliché, mais quand tu as des discours comme ça, c'est clair que tu te dis, est-ce que... le combat n'est pas perdu. En fait, moi je pense que chaque homme à qui on demanderait se dirait oui, moi je traite ma femme très bien. Oui, moi je traite. Mais en fait, il y a aussi de la misogynie internalisée chez les femmes. Aussi, oui. Bien sûr. On l'a vu un peu style darbni mekhli darbni, la bini ou bino, là tous les hommes trompent, des phrases comme ça, c'est de la misogynie internalisée. D'ailleurs, le collectif Moroccan Outlaws a fait quelque chose pour le 8 mars? Non, justement, on a fait un post qu'a repris Kautar, c'est en disant nous refusons de célébrer le 8 mars, parce que tant que... C'est vraiment le post qu'a fait Kautar, c'est un post du Moroccan Outlaws qu'elle a repris. Donc on a fait une photo noire, au fait, comme une photo de deuil, et on a fait... Et effectivement, le 8 mars, ça devient une corvée. Et honnêtement, je me suis réveillée ce matin, j'étais là, ouf, on n'est plus le 8 mars. Ça faisait des jours, ça va être horrible, ça va être horrible. Alors qu'il y a plein d'associations qui sont sorties le 8 mars, notamment à Rabat. Il y a d'ailleurs... لا دابا tu sais que ولاو كيقولوا لنا مبروك علينا وعليكم البنات مبروك عليكم بحال عيد كبير عيد صغير. Mais c'est triste aussi, parce que même pour si tu sors et tu es 20 ou 30, c'est pas par rapport aux marches qu'il y avait avant, aux manifestations avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut pouvoir mobiliser la société, c'est un travail de terrain, un travail de fond à faire, et c'est pas juste... D'après toi, c'est quelque chose qui s'organise sur le long terme, c'est-à-dire il faut prévoir 6 mois pour faire quelque chose vraiment de très marquant. Oui, il faut. Aujourd'hui vous êtes sur le terrain, si vous deviez délimiter des freins justement à l'avancée de ce combat-là, quels seraient-ils? Est-ce que ce sont des freins religieux? Est-ce que ce sont des freins de mentalité? Est-ce que, voilà, en fait, si vous deviez aujourd'hui faire sauter des verrous, par quoi est-ce que vous commenceriez? Je pense que le plus important, c'est d'être nombreux. C'est-à-dire que plus on est nombreuses, plus c'est difficile de faire sauter certains verrous, notamment religieux ou de mentalité. Moi, je parle de la Moudawana, là, vraiment, c'est... Justement, une petite digression, il y a un petit ajout, on va quand même rappeler à votre charge, on va dire, parce qu'à votre charge... c'est que quand il y a eu en 2003 la marche pour la Moudawana, on a quand même eu 100 000 personnes à Casablanca, il me semble. Le lendemain, on a quand même eu 1 million de femmes ou de personnes à Rabat pour voter contre. Oui. Donc est-ce que là aussi, on parle de 10 fois plus, donc le rapport est de 1 à 10. Il est impressionnant dans un pays comme le nôtre. Le rapport, il est de 1 à 10 parce que ça dépend de la capacité de mobilisation. Ça ne dit donc, pas quelque chose. Donc est-ce que c'est partie des verrous qu'il faut faire sauter? Oui, pour moi, le premier verrou à faire sauter, c'est qu'on n'arrive pas à nous organiser et qu'on n'arrive pas à mobiliser autant de monde sur le terrain. Mais si on faisait le même travail que font les conservateurs et les islamistes, et qu'il y a un travail souterrain, on y arriverait, j'en suis convaincue. On est là, on est aussi nombreux. Il n'y a aucun souci
par rapport à ça. Et de plus en plus avec la nouvelle génération. Mais c'est un boulot monstre. C'est-à-dire que dès un an, je dois laisser tomber ma carrière, et je vais me dire, allez, maintenant j'y vais, pendant 6 mois, je vais consacrer ma vie à ça. Et je sais que si je le fais vraiment, j'ai des chances d'y arriver. Et plus j'avancerai, plus au début on sera 10, puis 20, puis 30, puis 40, et à la fin on arrivera à être super nombreuses. Et c'est ça ce qui est très dur aujourd'hui, c'est que les autres, ils ont tellement balisé le terrain. Ils sont tellement qu'ils arrivent à te faire sortir des gens de sous terre. Ils les activent, c'est comme des zombies, tu vois. Et nous, malheureusement, on n'a pas fait ce travail par le passé. Même la mobilisation qu'il y a eu il y a 20 ans, aujourd'hui, elle s'est complètement effritée parce que les associations ont toutes été éclatées. Donc en petite, beaucoup de rivalité, beaucoup de problèmes, beaucoup d'ego, etc. Nous aussi, on souffre de ça maintenant avec la nouvelle génération, malheureusement. Et on n'arrive pas justement à nous regrouper. Pour moi, ça, c'est le plus gros frein. Parce que je reste très, très confiante et vraiment sûre qu'on peut le faire si on s'en donnait les moyens. Donc vous estimez que notre société a évolué depuis 2003 Bien au sûr. niveau des mentalités? Bien sûr, complètement. Enfin, quand je dis évoluer, c'est dans le sens que vous voulez, vous. Bien sûr, complètement. Mais on le voit, sinon on n'en serait pas là aujourd'hui. Et justement, par rapport à l'opinion publique, ce que je disais tout à l'heure, par rapport à ces questions, c'est comment aujourd'hui, quand on a des questions par exemple de l'avortement. Je vous donne juste le dernier exemple de la campagne qu'on a fait pour Myriam, la petite 14 ans qui est morte suite à un avortement clandestin. La manière d'innover sans cesse, c'est de se dire, ok, au lieu de faire genre une conférence de presse ou un communiqué ou des trucs vraiment vus, revus, on va faire une journée de deuil, on va faire le hashtag Myriam parce que c'est le prénom le plus répandu au Maroc, et on va demander aux gens de dire un petit mot en sa faveur. Et donc petit à petit, aujourd'hui, on arrive à faire bouger les choses tellement que en fin de journée, tu as Toto qui partage le hashtag Myriam, tu as Samia Akavio qui partage le hashtag Myriam, tu as Nova Sqali, tu as les plus gros comptes, tu as vraiment les genre 6 millions, 7 millions, toutes les rappeuses, les trucs, et tu te dis voilà. Myriam, avant, il y a 2 semaines, elle était cantonnée, il y a eu un communiqué, les gens parmi nous le savaient, aujourd'hui tout le monde a entendu parler de Myriam. Et c'est vraiment, pour moi, c'est ça le plus important aujourd'hui. Donc du coup, c'est une histoire de communication, enfin, ça fait partie des trucs qu'il va falloir développer. Comment on arrive à convaincre des célébrités, des gens qui sont connus au Maroc? Tout à l'heure, on a parlé du cas Kaussar Boudraja qui subit de l'harcèlement suite à son engagement. Comment on arrive un peu à rassurer ces gens-là en leur disant, voilà, si vous partagez ou si vous faites partie ou si vous vous affichez avec nos idéaux, vous inquiétez pas, il n'y a rien qui va vous arriver. Au fait, non, les gens, ils le font par conviction intime et ils sont de plus en plus convaincus parce que quand on a une victime, les choses vont de soi. Quand on a eu l'affaire de Hana de Seton, qui a été arrêtée pour l'article 490 alors qu'elle est victime de revenge porn, et la Myriam, les gens ne sont pas au courant. Moi, j'envoie à des amis, des très grosses célébrités, je lui envoie, ils me disent, je savais pas. Ils partagent sur le coup parce que lui ou elle, intimement, est convaincue. Tu n'as pas besoin de la convaincre. Elle sait le risque qu'elle prend, mais elle veut s'engager. Mais si elle n'a pas l'information, si on n'arrive pas à la toucher, elle reste dans sa bulle. Surtout maintenant avec les bulles de filtre et tout, c'est encore plus difficile de les toucher. Donc il faut vraiment aller les chercher. Donc c'est un boulot. C'est nous, la veille de Myriam, on a fait nuit blanche. Et on a envoyé, moi, la veille de Myriam, j'ai envoyé à 500 personnes pour arriver le lendemain en fin de journée. Est-ce que ça arrive à là où c'est arrivé? Et c'est toujours comme ça, chacune de ces campagnes, c'est comme ça. C'est pour ça que je te disais, des fois, c'est hyper fatigant aussi. C'est chronophage. Ouais. Le magazine Jeune Afrique t'a sélectionné parmi les 30 personnalités qui font l'Afrique de demain. Comment tu l'imagines, cette Afrique de demain et plus précisément le Maroc de demain? Moi, je dis toujours, mon combat, il est très, très carré parce que je veux changer les lois. Tu vois. Moi, je dis souvent, je ne suis pas là pour changer les mentalités. Ça ne va pas changer de mon vivant, ni peut-être la deuxième génération. Moi, je veux juste vivre dans un pays où je me sens protégée et pas mise en danger. Et je pense que c'est un combat qui traverse aussi toute l'Afrique par rapport à chacun, comme on disait tout à l'heure, c'est chacun sa lutte, chacun ses problèmes, etc. Mais je pense qu'il y a quand même, pour bâtir une société aujourd'hui et pour vivre ensemble dans cette société, c'est très important d'avoir des lois et un espace juridique où on se sent safe. Et je pense que, en fait, j'ai envie qu'on rende hommage à cette occasion et surtout dans cette émission qu'on a consacrée au 8 mars, voilà. Au premier groupe, premier mouvement féministe du Maroc que beaucoup ne connaissent pas. C'est Akhawat Safa qui ont été créés en 1946. 46. Oui, c'était le premier groupe qui a lutté pour les droits de la femme. C'était des femmes formidables qui ont fait un travail colossal, qui ont monté leurs revendications jusqu'à chez Feu Sa Majesté Mohamed V, qui leur a donné une oreille, qui les a écoutés de tout oui, qui se sont battus contre la répudiation systématique des femmes. Elles se sont battues pour des lois matrimoniales plus égales. Elles se sont battues pour élever
l'âge des mariages des mineurs. Et donc, voilà, c'est justement ça. On Mais a vu que... Tu te rends compte que tu parles d'un mouvement né en 1946 et que la réforme de la Moudawana n'a eu lieu qu'en 2003. Ouais, c'est déprimant. Voilà. Les 300 ans, les 300 ans. Après le Maroc. Donc 57 ans plus tard, on s'est réveillé pour dire elle mérite énormément de changer des choses. Non, bien sûr, bien sûr. Après, moi, ce qui me gêne, c'est pas tant qu'elles existaient, c'est surtout qu'on ait attendu 57 ans avant d'accéder à la revendication. Ça m'intéresse. A win is a win. C'est vrai. A win is a win. Mieux vaut tard que jamais. Ma femme le dit souvent. Et en parlant de revendications, je crois, mon cher Amine, que tu as aussi des revendications via le biais d'Amine. Il a dit quoi? Il en pense quoi, tu penses? J'ai pas entendu. Ah bon? C'est quoi le sujet? Taisez-vous! Quoi? C'est le billet de Amine. Je tiens tout d'abord à m'excuser par rapport à cette transition. Capillotractée. Ouais, capillotractée, effectivement. Et je crois que je vais me faire des amis, moi, à l'issue de cette chronique. Tu peux prendre ton temps. Très bien. Alors, bonjour Yacine. Comme tu sais si bien, dans la vie, il y a des choses inéluctables, en fait. Tu sais, contre lesquelles on ne peut rien. Bien sûr. La mort. La mort. Ouais, effectivement. La marée, qui monte et qui descend. Voilà, la disparition des dinosaures. Non, je parle de choses qui reviennent. Et les impôts. Et les impôts. Ça aussi, les impôts, ça finit toujours par te rattraper. Donc ça, c'est toute l'année. 30%. Ah oui, effectivement. Ça, c'est toute l'année. Après, on a des petits additifs mensuels. Donc, les additifs mensuels, celui du mois de mars, et c'est donc bien évidemment la journée internationale des droits des femmes. J'ai fait la précision. Et bien sûr, comme tous les mois de mars, de tous les ans, l'élimination du PSG, donc en 8e de finale de la Champions League. Voilà. Tu aimes ce moment. Alors, la première, pour moi, donc, de la journée de la femme est déprimante. La seconde est définitivement réjouissante. Donc, je suis très très content que le PSG soit éliminé. Alors, déprimante, c'est journée de la femme. Pourquoi? Parce que du haut de mon âge avancé, que je ne vais pas communiquer pour éviter de faire plaisir à cette rageuse de Salima, qui n'est d'ailleurs pas là aujourd'hui, je comprends toujours pas l'intérêt de consacrer une journée par an à quelque chose d'aussi évident. Parce que franchement, on a beau m'expliquer qu'il faut quand même marquer le coup, que c'est important, que c'est primordial, même à une époque où la femme n'a toujours pas accès à tous ses droits, même les plus élémentaires parfois. Je suis toujours pas convaincu que marquer le coup en lui offrant une rose à moitié fanée et des gourmettes entrée de gamme en ferraille qui rouille soit de la plus grande des efficacités. Donc je préférais quand même venir me parler d'égalité salariale, d'égalité face à l'héritage, par les moyens d'intégration économique des femmes et de leur bancarisation. Bref, des choses tangibles et palpables. Mais là, vous m'excuserez, mais j'ai poney. En fait, j'ai même mieux que poney, pour être sincère. J'ai chambrage de tous ceux qui supportent ce club qui pue la loose et qu'on appelle le Paris Saint-Germain. Là, on va parler de sport. Donc, ce club de foot, en fait, qui, malgré des centaines de millions d'euros investis ces 10 dernières années, sous l'ère qatari, a encore été éliminé, Yacine, dès les 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est la 5e fois sur les 7 dernières années, à ce stade précoce de la compétition. C'est ce qu'on appelle communément une catastrophe. Alors je ne vais pas revenir ici sur les raisons sportives qui ont accouché de ce flamboyant résultat, parce que déjà il existe une formidable émission sur Radio 2M qui s'appelle La Bombonera et qui fait ça très très bien quotidiennement. Tous les jours. Mais en revanche, de 18 à 19h effectivement. Mais en revanche, je suis à chaque fois surpris du plaisir ultime que me procure en fait le crash européen et annuel de cette équipe. En fait, comme c'est devenu nous prouver que malgré sa débauche de moyens, elle avait des dirigeants et une gestion encore plus chaotique et calamiteuse que celle de notre propre football. Donc ça me rassure. Parce que finalement, ce n'est pas que ça l'échec du PSG, c'est surtout l'incompétence notoire et sans limite de ses dirigeants. Donc alors on va se rassurer en se disant que sans contrôle, la puissance n'est rien. Ça fait référence à une pub super connue. Et sans maîtrise et savoir-faire, l'argent des puits de pétrole ne sert qu'à se faire sortir en 8e de finale. Donc du coup, on se régale. Tout comme toi, tu vas te régaler. Oui, toi, l'auditeur qui nous écoute en ce moment, tu te régaleras donc à aller faire un tour à l'American Art Center pour jeter un œil sur l'expo photo de Mourad Fdouech qu'il a intitulé Forum Doha Chanté to New York. Du 10 mars au 20 avril. Exactement. Donc c'est frais, moderne, c'est riche en émotions. C'est un vrai beau moment que je conseille à tous. Ah oui. Et n'oubliez pas, toi aussi, Omeima, pour votre bien-être quotidien, rappelez-vous d'une chose qui est primordiale. Nous sommes demi-finalistes de la Coupe du Monde. Voilà. Washokran et très bonne journée à vous. J'ai oublié d'applaudir. C'est pas grave. Honnêtement, ça n'a aucun intérêt. Je ne voulais pas applaudir. T'as oublié de rappeler que Neymar est hors saison suite à sa blessure. On parle de Neymar, un des meilleurs joueurs du monde. Vous êtes éliminé dès les 8e de finale. 5 années sur les 7 dernières. Donc faites-vous petit, cachez-vous. Et parler de la journée internationale des droits des femmes si vous voulez, mais c'est encore beaucoup mieux que parler du PSG. C'est une malédiction, je crois. Yeah. J'aimerais bien revenir aussi sur une actualité, enfin ton actualité à toi. On a parlé tout à l'heure de l'aspect romancière avec Chama Blanca qui est sorti en 2011, mais il y a aussi le côté réalisatrice. Shakespeare El-Bedawi est sorti en 2017. Et là, il a été sélectionné pour être projeté au Festival international du film de Dublin qui aura
aura lieu du 23 février Qui au a 4 eu mars, lieu. qui a eu lieu, autant pour moi. Ça te fait quoi en fait de décrocher des prix aussi prestigieux et quels sont en fait tes projets à venir côté réalisatrice? En fait, ils se demandent comment tu vas faire pour gagner de l'argent. Ah, Parce c'est que là, ça. le combat, là, m'a fait fou. C'est vraiment Dis-nous tout. tellement ça. Si tu as une recette. Oui, bah, je suis très contente parce que Shakespeare à Casablanca continue de faire son chemin. Là, je l'ai revu sur grand écran à Dublin, c'était hyper émouvant. Parce que quand même, j'ai tourné ça en 2016 et Casa a beaucoup changé. Parce qu'il est entièrement en extérieur. Donc c'est vraiment... Et il y a plein de le centre-ville, etc. Donc ça a été... Enfin, j'ai pleuré, quoi. C'est très émouvant. Voilà. Et donc, je suis très contente que le film soit encore vu parce que ça parle aussi de l'amour et de notre incapacité à aimer, à le dire, de notre société, de la jeunesse. Enfin, tous ces thèmes finalement qui m'accompagnent encore. Et là, bon, depuis, j'ai réalisé 7 autres films documentaires, notamment un que je viens de livrer à Al Jazeera qui va sortir bientôt, j'ai pas la date. Et mon prochain vrai projet, c'est, au fait, je suis en train de préparer un court-métrage de cinéma qui est ce que j'aime appeler ça une fiction documentaire parce que c'est tout est vrai, les lieux, les gens, l'histoire, tout est absolument vrai, sauf que c'est une fiction. Et donc j'ai eu le Centre cinématographique marocain, l'aide à la production du Centre cinématographique marocain. Là, on est en train de déposer à d'autres fonds avec ma productrice au Maroc et ma productrice en France. Et voilà, pour moi, c'est mon next step, si on veut, parce que l'idée aussi, c'est d'arriver à inventer et à proposer de nouvelles manières de raconter certaines choses compliquées. Et des fois, le documentaire, moi, je suis militante du documentaire, je ferai ça toute ma vie, mais il y a des sujets qui sont... Il y a une responsabilité, au fait. On peut avoir des scoops un peu en avant-première concernant le synopsis Bah, ça tourne autour des droits des femmes aussi, pour rester dans le sujet. Un peu malgré moi, mais finalement, ça tombe dans le même truc. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique en ce moment? Bah écoute, tu vas rire, mais moi je souffre du syndrome de Stendhal, mais avec la musique. Okay. Je n'arrive pas à écouter de la musique sans pleurer. Je sais pas pourquoi, ça me touche énormément, donc j'ai beaucoup de mal à écouter de la musique, ça me met dans un état d'émotion tellement inimaginable. Peu importe en fait, genre tu écoutes du Jul, tu vas pleurer. Moi j'écoute du rock. Du rock. Ouais, je suis rock, je suis un peu country, folk, ouais, je suis un et peu à l'ancienne. Et le rock, la country, ils vous font pleurer. Ouais, oui, country, les balades. Oui. Il y a des balades sirupeuses comme ça. Je sais pas, la musique me touche énormément. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, ça devient une corvée d'écouter. Enfin, une corvée, non, mais j'ai de la difficulté à écouter de la musique par rapport à ça. Je peux pas marcher dans la rue et écouter de la musique. Eh ben, ça tombe bien parce que j'ai une artiste que tu connais par ailleurs que j'aimerais bien faire découvrir à nos auditeurs. La pépite. Radio 2M, la pépite de Yacine Tabouktirt. Je commence avec Madame Laouni. Ouais. Ah oui, il faut même si elle n'est pas là. Donc Madame Laouni, cette semaine, mon coup de cœur s'appelle Frizi, de son nom complet, Safa El-Jebri, rappeuse, chanteuse, compositrice et parolière marocaine. Frizi a envoyé des ondes sismiques sur les réseaux sociaux avec une multitude de freestyles qui ont généré des chiffres impressionnants sur son compte Instagram, dont notamment sa série de freestyle Freeze Style qui a généré plus de 3 millions de vues. Frizi ramène une fraîcheur au rap marocain dont on a besoin, surtout dans une esthétique musicale dominée principalement par les hommes. Sur sa chaîne YouTube officielle, l'artiste a publié un ensemble de 7 morceaux. Et si vous voulez en savoir plus sur le travail de Frizi, je vous invite à aller la voir ce samedi au Boultek auprès de Minerva, Bill et Houda. En attendant, je vous laisse avec Méchinia de Frizi. Elle est très jeune, elle a 22 ans je crois. Elle a 22 ans, je vais pas cramer quoi que ce soit, mais je pense que... Mais on peut dire quand même que la valeur n'attend point le nombre des années. On peut dire qu'à force de forger, on devient forgeron. Mais non, ça n'a rien à voir. Qui vaut la neuf, vaut la bœuf. Mais je crois que vous êtes en train de travailler sur un projet, on espère, on croise les doigts, on aimerait bien le voir. En commun ? Ouais. Okay. Un très beau projet qui verra le jour, je l'espère, bientôt. Notre émission touche à sa fin. Tu as 2-3 minutes pour dire exactement ce que tu veux.
Bah, 2-3 minutes, c'est beaucoup. Non. Donne-moi 2-3 secondes. Prends le temps. Merci de m'avoir accueilli. J'ai passé un super moment avec vous. Je pense qu'on a pas mal à discuter. Je suis contente d'être ici pour représenter les guerrières de la paix parce que j'arrive d'Essaouira où, encore une fois, c'est très, très émouvant, chaleureux. Et on a milité en faisant la fête et en dansant et en riant et en chantant. Donc, ça change aussi. Donc, j'appelle aussi les gens à manifester dans la joie et à s'engager dans le bonheur. Et voilà, merci à tous et que le combat continue. Que le combat continue. Et sur ces belles paroles, je vous demande de regarder la caméra, messieurs, dames. Et je vous dis, سيداتي وسادتي إلى الأسبوع المقبل. صاحبي جي كلابي ودانس بجرحة في طاف ميركو بنز يوم